Bonjour, je m'appelle Mathilde Grèze, je suis avocate au barreau de Paris. Je pratique essentiellement le droit fiscal et je suis depuis plusieurs années maintenant enseignante au sein de la prépa ISP CRFPA pour l'examen bien sûr de droit fiscal. Alors l'idée de cette courte vidéo, c'est de vous présenter le sujet qui a été distribué aux candidats en septembre 2024 ainsi que quelques pistes de réponse. J'espère qu'elles vous seront particulièrement éclairantes. Alors les particularités de ce sujet, on va commencer par quelques observations un peu généralistes, c'est que contrairement aux années précédentes, on a un peu moins de thèmes différents qui sont abordés. En effet, on a une concentration d'un premier cas pratique qu'on va plutôt voir sous l'empire un peu patrimonial, donc la location meublée, de l'IFI, et puis on a un deuxième cas pratique qui va plutôt se retrouver sur intégration fiscale, règle BIC. En termes d'attente sur ce type de thème, moi je dirais que je suis relativement peu surprise. L'IFI était un sujet qui n'était absolument jamais tombé, donc ça faisait partie de mes pronostics. En revanche, sur la partie intégration fiscale, règle BIC, là on est plutôt sur des sujets qui sont déjà un petit peu plus récurrents. En revanche, là où j'ai été extrêmement surprise, c'est de ne pas retrouver de TVA. C'est la première fois depuis 2019 que nous n'avons pas de cas pratique de TVA. Je dois dire que ça me fait plutôt plaisir parce que c'est pas vraiment mon impôt préféré. Donc je dirais que s'il y avait des candidats qui étaient dans la même situation que moi, ils ont dû apprécier ce changement. Alors, moins de thèmes abordés, c'était aussi moins de questions. Donc, on avait seulement 5 questions dans cet examen. Et ne vous y trompez pas, moins de questions, ça ne veut pas dire moins de travail, bien au contraire. On avait des questions qui étaient extrêmement denses, enfin plus exactement, qui appelaient des réponses extrêmement denses, assez théoriques, donc beaucoup de rédaction. Un petit peu de réflexion aussi puisqu'il fallait proposer des alternatives, ce qui veut dire aussi avec un risque peut-être de hors-sujet et donc d'une rédaction vraiment pas importante. L'autre sujet, je dirais, qui peut être un petit peu défavorable ou en tout cas qui présente une forme de difficulté, c'est aussi le fait que si j'ai moins de questions, chaque question vaut plus de points. On avait notamment une question qui à elle seule valait 7 points. Puis 2 autres qui, à elles seules, valaient 4 points chacune. Donc vous voyez qu'on avait déjà 15 points qui étaient répartis sur 3 questions seulement. Ce qui veut dire aussi que si le candidat est à l'aise, il peut aller les chercher, mais si c'est un sujet sur lequel malheureusement il souffre un peu, il a moins de chances de se récupérer que par exemple l'année passée où on avait une dizaine de questions à 2 points. Donc forcément, on peut se permettre quelques impasses, même si je ne l'encourage absolument pas. Donc encore une fois, les difficultés, on les retrouve, il faut connaître les sujets, et puis vraiment beaucoup de densité, puisqu'on a une épreuve qui est relativement courte en termes de temps, donc il faut pouvoir être extrêmement efficace. Et pour ça, rien de tel qu'un petit peu de méthodologie. Alors, au sein de l'ISP, on dispense des cours de méthodologie par matière. En fiscalité, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas une méthodologie qui est très établie, comme en droit des obligations, où vous retrouvez une majeure, une mineure, etc. Mais pour autant, vous pouvez identifier, et je vous encourage à le faire et je vous donne des pistes, pour identifier des formes de méthodologie en fonction des questions qui sont posées, qui vous feront à la fois gagner du temps dans la mobilisation de vos connaissances et dans leur restitution. L'idée, c'est que vous puissiez montrer à l'examinateur que vous avez une pensée structurée afin d'éviter, au contraire, de lui donner une impression que vous êtes un candidat brouillon. Certes, avec des connaissances, mais brouillon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'examinateur, ça va le fatiguer de vous lire et que ça parte dans tous les sens, tout simplement. Donc en fait, même si les connaissances sont là, il aura de toute façon une lecture plus critique de ce que vous avez écrit. Donc c'est important, justement, de pouvoir identifier ces formes de méthodologie et de les appliquer. De manière très générale, ce qui va se passer quand vous allez recevoir votre sujet, c'est que votre cerveau va vouloir très très vite appréhender ce sujet et tout de suite mobiliser des connaissances. Malheureusement, j'ai pas de secret à vous donner pour calmer le jeu à ce moment-là. Du coup, moi, en tout cas, à votre place, je lui laisse libre cours. Voilà, l'espace de quelques secondes, je le laisse parcourir très rapidement. Voilà, je laisse mon cerveau lire. Même si je sais que cette lecture, elle sert pas vraiment dans la préparation.
Ensuite, je reprends une lecture maintenant que les choses sont apaisées et que je me suis dit c'est la catastrophe ou c'est génial. On va pouvoir commencer à véritablement travailler. La première chose que vous pourriez faire, c'est d'identifier le barème. Ça prend pas beaucoup de temps, on a tout de suite les points en fonction des questions. Ça vous permet de voir si vous pourrez faire éventuellement des impasses ou si au contraire il va falloir travailler. Ensuite, vous vous doutez bien aussi que si vous avez une question à 7 points, les attentes sont beaucoup plus importantes que si c'est une question à 2 points. Donc très logiquement, si à la fin vous vous rendez compte que vous avez écrit 6 pages sur la question à 2 points, mais une sur celle à 7 points, c'est qu'il y a vraisemblablement un problème. Identifiez aussi les thèmes. Quand vous lisez un cas pratique, on vous fait travailler sur quel impôt? Déjà, ça me semble être quand même plutôt pas mal. Quel impôt? Est-ce qu'il y a un caractère international ou pas? Et puis vous pouvez ensuite identifier les sous-thèmes. Ah tiens, j'ai un sujet impôt sur les sociétés. Ah, mais intégration fiscale. Premier sous-thème. Et au sein de l'intégration fiscale, qu'est-ce qu'on me demande? De constituer un groupe? De déterminer son résultat? Ou d'appréhender la sortie du groupe? C'est à peu près les 3 grands items qu'on retrouve dans l'intégration fiscale. Ah bah là, c'est la constitution de groupe. Et hop, vous n'hésitez pas, soit vous le notez en marge, soit sur votre brouillon. Ce système que moi je classifierais un peu en entonnoir, donc thème, sous-thème, sous-sous-thème, en fait va vous permettre de canaliser votre énergie et vos connaissances. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exclure tout ce qui n'est pas de l'IS, au sein de l'IS, tout ce qui n'est pas de l'intégration fiscale, au sein de l'intégration fiscale, tout ce qui n'est pas de la constitution. Et en fait, vous allez pouvoir à la fois vous apaiser et donc mobiliser les bonnes connaissances, tout de suite. N'hésitez pas à lire et relire les questions. Ça, c'est hyper important parce qu'elles peuvent être formulées d'une certaine manière, soit en 2 temps. Ça, on va le voir tout à l'heure. Vous avez des questions, on vous demande les modalités d'imposition et une alternative. Si vous allez tout de suite sur l'alternative, vous êtes hors sujet sur une première partie puisqu'il vous la manque. Faites attention aussi parce que, encore une fois, vous êtes en surchauffe. Voilà, le cerveau est en surchauffe, il a envie de répondre, vous avez envie de répondre, vous avez envie de bien faire. Le risque, c'est de passer complètement à côté. Il vous est possible de reformuler la question aussi. C'est un conseil que j'avais déjà donné à une candidate. Elle démarrait, je lui demandais de démarrer systématiquement sa réponse par une reformulation. On me demande de chercher ça. Ce qui lui permettait de, sans arrêt, quand elle construisait son plan à côté sur son brouillon, de se référencer à cette reformulation, de vérifier qu'elle est toujours dedans en fait. N'hésitez pas à réaliser des schémas quand c'est nécessaire, notamment si vous avez un sujet d'intégration fiscale, on verra c'est le cas cette année, ça me semble compliqué de ne pas faire de schéma, donc faites-le au moins sur votre brouillon et vous avez aussi le droit de le refaire sur la copie si vous le souhaitez. Identifiez aussi si vous pouvez traiter les questions dans le désordre, ce qui vous permettrait de, éventuellement, démarrer soit par celles qui ont le plus de points, soit par celles qui sont vos sujets un peu de prédilection. Ça peut être une bonne chose parce que ça donne confiance, et puis on sait que c'est des points qui peuvent être vraisemblablement acquis. Donc voilà. Au contraire, si c'est des sujets que vous ne pouvez pas aborder dans le désordre, ben alors là, il faut vite le savoir parce qu'il va falloir éventuellement pas perdre de temps. Vous pouvez être embêté parce qu'il y a un sujet que vous ne maîtrisez pas. Dans le sujet de cette année, il y avait une question où on avait une option possible pour un régime dérogatoire. On y reviendra tout à l'heure, c'est celui de la SARL de famille. Et donc là, j'attire un petit peu plus votre attention sur une forme de méthodologie possible quand on se retrouve avec ce type de questions. Grosso modo, on vous demandait d'établir les modalités d'imposition et puis une alternative. Et l'alternative, en fait, c'est un régime optionnel qu'on appelle la SARL de famille. Quand vous vous retrouvez sur ce type de questions, il est intéressant d'utiliser un triptyque qui va se composer comme suit. D'abord, quelles sont les conditions pour entrer dans ce régime optionnel, pour en bénéficier. Ensuite, quelles sont les modalités de l'option? Est-ce que je dois me faire connaître auprès de l'administration fiscale? Est-ce que je le fais par écrit? À quel moment je le fais? Pour que ça prenne effet à telle date? Quelle est la durée de l'option? Donc tout ça, c'est les modalités. Et enfin, quels sont les effets? Quelles sont les conséquences? Quel est ce régime dérogatoire? En suivant ce triptyque, vous aurez une entrée rigoureuse dans la matière, mais aussi une pensée organisée. Donc là encore, votre examinateur, comme il s'attend à ce que vous présentiez un peu les choses de cette manière-là aussi, il faut le dire, va pouvoir tout de suite cocher les points qui étaient attendus. Alors que si vous présentez les choses un petit peu dans le désordre, il peut les retrouver, mais d'abord ça lui demande plus d'efforts, et en plus, vous lire devient plus compliqué, donc encore une fois, vous ne le placez pas dans les meilleures dispositions.
Si on commence un petit peu par l'étude maintenant concrète de ce sujet, on avait un premier cas pratique qui traitait à la fois de la location meublée et de l'IFI. Une première question donc sur la location meublée et une seconde plus particulière sur l'IFI. Cette première question, qui était en réalité double, elle portait sur 7 points. Donc, vous vous doutez bien, c'était surtout pas la question à éluder, c'était surtout pas la question sur laquelle il fallait sécher. Il n'est pas non plus anormal qu'elle soit sur 7 points parce qu'en réalité, vous avez là 2 questions. Hein, c'est les fameuses doubles questions dont je vous parlais tout à l'heure. On nous dit, les épouguettes vous consultent pour connaître les modalités d'imposition des revenus tirés de la location de ces appartements et s'ils disposent d'alternatives. Donc attention, ça veut dire qu'on attend de vous une première partie de réponse sur décrire comment vont être imposés ces revenus et une deuxième partie sur une alternative possible. Est-ce que vous venez de dire? Donc il faut quand même que ce soit totalement différent, hein, on est bien d'accord. Le piège ici à éviter, c'est de se dire j'ai de la location meublée, régime LMP, loueur en meublé professionnel versus LMNP, régime des loueurs meublés non professionnels, je fonce. Attention, ici ça marche pas. Parce qu'on vous explique dans l'énoncé que ces appartements qui sont loués meublés sont détenus au travers d'une SARL. Donc là, même si vous voulez bien faire en expliquant tout ça, vous êtes hors sujet. C'est pas ça qu'on vous demande à ce moment-là. L'examinateur peut même se demander si vous avez bien compris le sujet. Donc là encore, c'est pas très bon pour vous. Et puis surtout, quelle perte de temps. Et de temps, on n'en a pas assez. Donc clairement, là, il faut tout de suite axer sur la SARL. La personne qui réalise les revenus, ici, c'est une SARL. Donc, la SARL, elle est composée de 2 associés, on est sur un schéma assez classique, elle est à l'IS. Donc en fait, ce qu'on va vous demander de dérouler, eh bien, c'est comment est-ce que est taxée une SARL à l'IS quand elle fait de la location meublée. Là, c'est hyper vaste, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, et c'est la difficulté de ce sujet, hein, je vous l'ai dit, il va être dense dans la réponse, dans la restitution de vos connaissances. Vous allez devoir d'abord expliquer comment est-ce qu'on détermine un résultat fiscal. Ben en fait, on prend les produits, on enlève les charges, on enlève les amortissements, on enlève les provisions. Très bien. Il faut que vous trouviez des rédactions un peu bateau pour expliquer ça. Non pas bateau dans le sens prendre votre examinateur pour un imbécile, au contraire, mais disons qu'il faut que vous appreniez à gagner du temps sur ce type d'insertion. Et ensuite, vous faites des points de précision sur les recettes, points de précision sur les charges, points de précision sur les amortissements. Idéalement, ces points de précision doivent être en lien avec l'activité exercée. Typiquement, quand on fait un point sur les recettes, je prendrai cet exemple-là et puis un autre juste après, quand on fait un point sur les recettes, eh bien comme on est en location meublée, ici, il faut tout de suite attirer un peu l'attention des épouguettes et donc de votre examinateur pour montrer que vous avez compris que ça n'a rien à voir avec des revenus fonciers. Ici, on n'est pas sur de l'encaissement. Ce qui va compter, c'est les loyers qui sont échus, qui ont couru pendant l'année. Donc en fait, autrement dit, même si mon loyer de décembre n'a pas été payé, je dois l'inclure dans ma comptabilité et dans mon résultat fiscal de la SARL. Vous voyez, tout de suite, vous montrez à l'examinateur que vous êtes là pour apporter des précisions, mais qui sont pertinentes, bien sûr. Autre précision qu'il convient d'apporter ici, c'est sur les amortissements. On est sur de la location meublée. La location meublée, son attrait, c'est l'amortissement, quand on est en détention directe, versus de la location nue, où on est en régime foncier, on n'a pas du tout d'amortissement du bien. Mais là, néanmoins, il va falloir un peu parler de cet amortissement. Et surtout, tout de suite, expliquer que les constructions vont s'amortir. Vous pouvez aussi dire que les meubles vont s'amortir, les travaux vont s'amortir éventuellement, s'il y en a. Mais sur les constructions, ce qui est intéressant de préciser, c'est que le terrain ne s'amortit pas. Ça tombe pas sous le sens pour la plupart des propriétaires. Donc c'est important de le dire et de montrer à l'examinateur que vous le savez. Vous pouvez même aller plus loin en disant qu'en principe, les constructions, une fois qu'elles ont été individualisées, eh bien, on doit les décomposer et donc faire des plans d'amortissement pour chacun des composants du bien immobilier. Voilà, ça c'est des petits exemples. Une fois qu'on a expliqué les règles de la détermination, il va falloir expliquer comment est-ce que concrètement mon résultat, il est imposé. Et pour ça, vous devez le splitter entre mon résultat déficitaire, mon hypothèse de résultat bénéficiaire. Et enfin, dans l'hypothèse d'un résultat bénéficiaire, de dire, mais en fait, à ce stade, les épouguettes, ils n'ont pas d'impôt perso, puisque c'est la SARL qui exploite l'activité de location meublée. Donc, dans quelle hypothèse est-ce qu'ils peuvent se retrouver avec une imposition? C'est l'hypothèse d'une distribution. Et donc, quid de l'imposition en cas de distribution?
Là, il faut faire un petit focus, ça peut être rapide, hein, mais il faut quand même le faire sur l'imposition des dividendes. Et puis aussi, et là ce serait la petite cerise sur le gâteau, bien sûr parler que dans l'hypothèse d'une distribution de dividendes dans une SARL, le gérant majoritaire, s'il perçoit du dividende en qualité d'associé, eh bien lui, il a un traitement social qui est un peu particulier puisqu'il ne bénéficie que très peu des prélèvements sociaux et beaucoup des cotisations sociales. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait votre premier bloc de réponse et vous pouvez enfin passer à l'alternative, puisque c'est ce qui vous est demandé dans la question. Et l'alternative ici, c'est ce qu'on appelle la SARL de famille. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est un cas particulier dans lequel la SARL n'est pas soumise à l'IS, mais elle est soumise à l'IR. Et pour ça, il y a bien sûr des conditions à respecter, une option à formaliser, et ça a des effets. Et on retrouve notre triptyque. Donc les conditions ici, il faut que ce soit une activité commerciale et composée entre les membres d'une même famille. Je vous laisserai un petit peu chercher les conditions davantage. Et puis, pour vous spoiler très rapidement, Monsieur et Madame Gates y remplissent les conditions, puisqu'ils sont mari et femme, donc ça fonctionne très bien. L'activité de location meublée, c'est une activité commerciale par nature, donc les conditions sont réunies. Ensuite, comment est-ce que j'opte ? Eh bien, c'est une option qui doit être signée par tous les associés. Donc, c'est soit dans les statuts constitutifs, soit en cours de vie sociale avec une notification qui est envoyée aux impôts. Et ça a une durée indéterminée, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai envoyé mon option, tant que j'ai pas demandé à ce qu'on l'arrête, je suis à l'IR. Ok, vous avez déjà rempli, et vous voyez de manière assez rapide, les deux premiers items de mon triptyque. Et enfin, vous pouvez passer aux conséquences. C'est l'élément le plus important, mais si vous oubliez les deux premiers, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi me parler des effets de la SARL de famille si je ne sais pas que je peux y prétendre et comment ? Dans les effets, eh bien là, vous allez devoir un petit peu commencer à introduire le mécanisme d'imposition de ce qu'on appelle les sociétés de personnes. Donc les sociétés article 8 du Code général des impôts. C'est-à-dire qu'on a une semi-transparence fiscale où ce sont les associés qui sont imposés sur leur quote-part de résultat bénéficiaire. En fonction de l'activité de la société, on va faire là pour le coup un peu plus de transparence. Et donc, par une fiction fiscale, on va faire comme si à cet instant, ils détiennent les biens en direct. Et c'est là que vous allez pouvoir parler de votre dualité LMP, LMNP. Mais pas avant. Si vous le faites avant, on se dit, il a rien compris. Si vous le faites maintenant, on se dit, il a compris le mécanisme. Donc vous voyez, il y a parfois, tout est question de timing. Donc là, une fois que vous avez expliqué comment est-ce qu'on distingue un régime LMP, enfin un loueur en meublé professionnel d'un non-pro, eh bien vous allez pouvoir l'appliquer au cas de Monsieur et Madame Gates, puisque vous aviez les informations dans l'énoncé. Une fois que vous avez expliqué ça, eh bien vous allez leur expliquer concrètement comment est-ce qu'ils vont être imposés. Si le résultat est déficitaire, comment est-ce que ça se passe ? Si le résultat est bénéficiaire, comment est-ce que ça se passe ? On ne vous demande pas, néanmoins, d'apprécier et de leur donner un conseil sur l'arbitrage à faire. On leur dit pas franchement, vous devriez faire une SARL de famille. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'expliquer. Donc vous pouvez vous en tenir là. Il y avait donc, encore une fois, beaucoup de choses à dire sur cette première question, et c'est bien normal, je vous rappelle, 7 points à elle seule. Deuxième question, IFI. Donc là aussi, beaucoup de choses à dire malgré tout, surtout que c'est quand même la grande entrée du sujet IFI au CRFPA. Donc la question c'est, les époux vont consulter pour savoir si la nouvelle situation aura des incidences en matière de fiscalité du patrimoine. En fait ici, ce qu'on veut vous faire travailler très précisément, c'est les parts de société. Mais vous ne pouvez pas aller directement sur ça. Sinon, là encore, vous êtes passé à moitié à côté du sujet. Il va falloir parler de tout l'IFI, et puis ensuite de faire un focus à l'intérieur de ceci. Là encore, structurez-vous. Moi, en termes de méthodologie, quand j'arrive sur des sujets aussi larges, eh bien, j'essaye de raisonner ou de me trouver une ligne conductrice. Ici, la ligne conductrice que j'ai choisie, eh bien, c'est tout simplement celle de la déclaration, c'est-à-dire la manière dont on fait cette déclaration d'IFI. Eh bien, vous avez sur la première page les redevables, c'est-à-dire qu'on identifie le foyer fiscal, donc en fait, les couples mariés. Attention à l'IFI, il y a un cas particulier, c'est le concubinage. Bon là, nous, notre couple, il est marié, donc on est dans un cas très classique. Puis les enfants mineurs. Ensuite, le fait générateur. L'IFI, c'est la photographie de votre patrimoine immobilier au 1er janvier. Donc en fait, on ne retient que les biens qui sont au 1er janvier 2024 quand on fait l'IFI 2024, et on ne retient les biens 2025 que si vous en êtes propriétaire au 1er janvier 2025. Donc une fois que j'ai fait les personnes et le fait générateur, je m'attaque aux biens imposables.
puis aux dettes déductibles et au calcul de l'IFI. Et c'est bien sûr dans les biens imposables qu'on va avoir le plus de choses à dire, et c'est ce sur quoi on vous attend. Donc c'est important que quand vous ayez fait votre petit travail d'entonnoir au moment de la lecture, bien vous ayez identifié ce que c'était l'IFI. À l'intérieur de l'IFI, en fait, c'est l'assiette de l'IFI, donc les biens imposables, et à l'intérieur, plus particulièrement, ce qu'on vous attend, c'est les parts de la fameuse SARL, qu'elle soit de famille ou pas. Donc dans les biens imposables, on va retrouver bien sûr la résidence principale de Monsieur et Madame Getz. Attention de ne pas l'oublier. Elle vous est précisée dans l'énoncé, donc on attend de vous que vous la traitiez. Soyez pas non plus trop focus, hein, ça peut être le risque. Et puis ensuite, eh bien, c'est ces fameuses parts de SARL. Et là, ce qu'on attend de vous, c'est d'abord que vous expliquiez que oui, les parts de SARL, ça rentre dans l'IFI si cette SARL détient elle-même des actifs de nature immobilière. Une fois que vous avez dit oui, ça rentre dans le champ d'application, mais ça rentre comment? C'est-à-dire quel valo je mets? Et donc là, vous devez expliciter le calcul de la valorisation IFI de part de SARL. Ce qui veut dire que vous allez traiter du coefficient immobilier, mais aussi de la valorisation IFI d'une société, ce qui inclut de parler bien sûr des actifs à prendre en compte, mais aussi des dettes. Et sur ça, il y a beaucoup de choses à dire parce que l'administration fiscale, portée par le législateur d'abord, bien sûr, mais ensuite l'administration fiscale est très vigilante, justement, à ce que vous ne déduisiez pas des dettes qui sont interdites. Donc on a des clauses qu'on appelle les clauses anti-abus qui ne permettent pas à des titulaires de parts ou d'actions de déduire pour la valo de la société eh bien, certaines dettes, notamment celles qu'ils auraient contractées auprès de leur groupe familial, par exemple, pour ne citer que celle-ci. Et une fois que vous avez fini tout ça sur les biens imposables, vous passez aux dettes. Attention à ne pas vous répéter. Les dettes d'une société ne se placent pas dans cette partie-là, mais vraiment dans la valorisation de la société. Donc là, on parle des dettes directes. Donc par exemple, un emprunt sur une résidence principale, une taxe foncière sur une résidence principale. Donc là, vous pouviez faire un point qui allait rester théorique puisqu'on n'avait pas ces infos-là dans l'énoncé. Et enfin, le calcul de l'IFI, puisque ici, il faut parler du barème progressif, du seuil de déclenchement qui est différent du seuil d'assujettissement. C'est aussi un point un peu particulier à l'IFI. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire une petite phrase quand même, ça mange pas de pain, sur le caractère déclaratif de l'IFI. Donc le fait que c'est à vous de déterminer si vous êtes, à la date du fait générateur, redevable de l'IFI et déposer dans ces cas-là, au moment de la déclaration des revenus, une déclaration de patrimoine immobilier. J'en ai fini pour la présentation du premier cas et je passe directement au second qui pour le coup était beaucoup moins inédit puisqu'on a retrouvé des sujets d'intégration fiscale, de déficit qu'on avait déjà vu dans le passé. Alors sur l'intégration fiscale, là vraiment, je dirais pas de surprise, de l'attendu et avec forcément des attentes élevées de votre examinateur puisqu'il n'y a pas un sujet très technique. On est sur la constitution du groupe intégré fiscalement. Donc pour ça, eh bien, pour faire très court, je dirais que vous devez vous organiser. On attend de vous, évidemment, les conditions pour créer un groupe intégralement fiscalisé et ensuite une appréciation de la situation du groupe F par rapport à ces conditions. Alors moi, j'ai tendance à me donner une méthodologie pour ne rien oublier dans les conditions, c'est de parler d'abord des conditions de forme, que je subdivise en deux grandes parties, c'est-à-dire première partie des conditions qui sont communes à toutes les sociétés de mon périmètre, l'exercice social, l'assujettissement à l'IS. Bien sûr, je ne me contente pas de dire ça, hein. Il faut broder un petit peu plus. Puis les conditions qui sont différenciantes entre maire et membre. Donc en fait, là, c'est la condition de détention, puisque il y a des conditions de détention à respecter, mais évidemment, elles ne sont pas les mêmes pour la mère que pour les filles. Et à l'intérieur de cette subdivision, je procède toujours de la même manière, j'explique le principe, les exceptions admises par le législateur, et enfin les tolérances administratives. Donc ça me fait un petit A, un petit B, un petit C. Et je fais pour la mère, puis pour les membres. Et enfin, je n'oublie pas la condition de forme. Elle est tout aussi importante que la condition de fond, puisque sans votre condition de forme, votre intégration fiscale tombe. Donc sur les conditions de forme, c'est évidemment l'option, la manière dont je la notifie, le délai, sa durée, et puis le contenu de l'option.
Notamment le fait qu'il vous faille les accords de toutes les sociétés membres, mais y compris des sociétés étrangères dites intermédiaires, aussi appelées les sociétés papillons. Donc une fois que j'ai expliqué tout ça, je suis dans le pur théorique, et bien je passe à une deuxième grande partie qui est justement l'application au fait de l'espèce. Et là, il vous faut absolument être exhaustif, mais tout en étant concis et rapide. Et donc pour ça, je rassemble les sociétés qui répondent aux mêmes qualités. Je commence d'abord par les sociétés qui vont intégrer mon périmètre, avec en tout premier lieu, bien sûr, la société tête de groupe. J'explique qui va être la société tête de groupe ou qui peut l'être. Et dans ces cas-là, je dis juste qu'elle remplit toutes les conditions qui sont susvisées, hein, on ne se répète pas. Ensuite, je prends toutes les filiales qui peuvent l'être. D'abord les filiales directes et puis les filiales qui sont indirectement détenues à au moins 95% par la société mère. Et j'hésite pas à les regrouper. Je prends F1, F2, F3 par exemple, sont des filiales détenues directement à 95%, donc elles sont membres. F4, F5, F6 sont détenues indirectement à 95%, donc elles sont membres. Ensuite, je passe aux sociétés intermédiaires papillons en disant qu'elles ne sont pas membres mais qu'elles sont éligibles à la qualité de société papillon, ce qui permettrait ensuite de continuer la chaîne de participation. Une fois que j'ai dit tout ça, j'ai fini mon périmètre et donc en revanche, je n'oublie pas d'expliquer pourquoi j'ai exclu les autres sociétés du groupe. Et donc là aussi, si elles peuvent être rassemblées, je les rassemble. Donc on aura toutes les sociétés forcément étrangères, avec celles qui peuvent être néanmoins papillons, celles qui ne peuvent pas du tout l'être, qui sont notamment dans les États tiers, voire dans les ETNC. Je parle aussi des sociétés, bien sûr, qui sont à l'impôt sur le revenu, ou qui sont en dessous des seuils de détention. Et ainsi, j'ai mon périmètre complet, j'ai parlé de tout, je ne me suis pas étalée dans tous les sens, et surtout, je n'ai pas fait de répétition, puisque ce serait une perte de temps et un ennui pour votre examinateur. Deuxième question, c'était l'utilisation possible des déficits au niveau d'une société belge qui fait partie du groupe mais qui n'est bien sûr pas intégrée. Donc là, le sujet de la mutualisation des déficits, on l'a déjà eu par le passé et puis c'est vrai qu'en pratique, c'est aussi un sujet qui intéresse grandement les sociétés. Vous pouvez et devez d'ailleurs évoquer le sujet de l'intégration fiscale, quid de l'utilisation des déficits au sein d'une intégration fiscale quand le déficit est antérieur à la constitution du groupe. Mais ne vous attardez pas trop puisque nous avons dit préalablement que la société B ne faisait pas partie du groupe d'intégration fiscale puisque société étrangère. Donc si vous êtes allé trop sur cette première alternative, vous risquez d'envoyer un mauvais message à l'examinateur qui est de dire en fait il n'a pas compris, ça servait à rien d'étaler ce truc-là. Deuxième possibilité, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouvait aussi dans le passé sur un précédent examen où il y avait eu un sujet de mutualisation, vous devez envisager l'hypothèse d'une fusion. Alors là, il y a deux situations, soit on est sur une détention à 100% et on peut directement envisager la TUP, la confusion de patrimoine, transmission universelle du patrimoine, mais là dans notre cas, nous on n'était pas sur une détention à 100% mais à 95%, donc on est sur une fusion classique. Vous pouvez prendre un petit peu de pincette en disant que quand même il faut que ce soit accepté par les actionnaires. Mais voilà ce qu'il en serait. N'hésitez pas à repartir du principe. En principe, dans une fusion, il y a une perte définitive des déficits. Mais, grâce à l'article 210A, on a un régime de faveur qui peut permettre un transfert des déficits. On a deux hypothèses. Quand on a des déficits qui sont inférieurs à 200 000 €, on peut les transférer directement. Quand on est au-delà, eh bien, il faut obtenir un agrément administratif. Et donc là, vous développez un petit peu le sujet. N'oubliez pas qu'il faut absolument aussi montrer à l'examinateur que vous avez en tête qu'on a ici un caractère international dans notre opération. Donc bien montrer que vous avez vérifié que ce régime de fusion est ouvert aux sociétés internationales, enfin qui fusionnent en tout cas avec une société internationale. Et alors là aussi, je vous spoil directement, mais oui, c'est possible. Et enfin, dernière question, et c'était la plus petite avec 2 points seulement. On a là encore au sein du groupe F une société internationale qui est en mauvaise posture et la solution qui est trouvée au sein du groupe, c'est que l'une des sociétés françaises lui achète des produits beaucoup plus chers afin d'accroître le chiffre d'affaires de cette société italienne qui est en mauvaise santé financière. Donc là ici, ce que l'on veut vous faire travailler bien sûr c'est l'acte anormal de gestion, mais pas que.
Donc l'idée pour moi c'est de toujours vous replacer du côté de la société dont on évoque le sujet. On vous demande si ça fait apparaître un risque en matière fiscale. Le risque, il est pour celui qui le paie. On est bien d'accord. L'administration fiscale, de toute façon, n'est pas concernée par le chiffre d'affaires d'une société italienne dans l'absolu. Et en plus, de manière générale, ça ne l'embête pas que vous fassiez un très gros résultat en France, si tant est que vous soyez une société établie en France. Donc là, on va se placer du côté de F2. Et F2 va acheter de la marchandise. Donc pour elle, c'est ce qu'on appelle une charge. Le sujet est, est-ce que cette charge, elle est déductible du résultat? Donc là, vous allez reprendre vos conditions générales. C'est, à mon sens, ce sur quoi il faut démarrer. Ça vous met le pied à l'étrier. On structure sa pensée. Voilà le principe. Est-ce que je réponds à ça? Parmi les conditions générales de déduction, je vous rappelle que vous ne pouvez déduire une dépense que si elle a été engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Donc ici, F2 est une société de distribution, il est assez logique qu'elle achète des biens auprès d'un fournisseur pour les revendre. Donc oui, un achat de marchandises dans l'absolu, c'est bien fait dans l'intérêt. Mais cette première condition, elle est en réalité subdivisée en deux. Il y a à la fois l'intérêt, mais il y a aussi le cas d'une gestion normale, et notamment le prix excessif. Donc on va un peu mettre la lumière sur cette deuxième partie. N'hésitez pas à rappeler qu'à ce stade, l'administration a un principe de non-émission dans la gestion, mais que pour autant, lorsque c'est vraiment un peu trop gros, eh bien, la jurisprudence a créé une notion qu'on appelle l'acte anormal de gestion. Et bien là, ici, on va se retrouver dans cette hypothèse potentiellement parce que quand j'achète quelque chose qui est au-delà du prix du marché, sauf à ce que j'arrive à démontrer qu'il y a des circonstances particulières qui le justifient, eh bien je vais être en acte anormal de gestion. N'oubliez pas de donner la conséquence. Quelle est la conséquence fiscale? D'autant que la question c'est quel est le risque. Donc si vous dites juste au client vous risquez un acte anormal de gestion, il risque d'être un peu frustré par votre réponse. La conséquence c'est que le surcoût ne soit pas déductible. Donc on a une réintégration avec un redressement fiscal à la clé si ce rehaussement est constaté au cours d'un contrôle. Une fois qu'on a dit ça, on se retrouve nous dans notre cas où effectivement on a un achat qui a un prix supérieur. À notre connaissance, à la lecture de l'énoncé, on ne voit pas trop quelles seraient les circonstances particulières. Est-ce que c'est un bien de meilleure qualité ou qui inclut une personnalisation liée à F2? On en doute, en tout cas ça ne nous est pas présenté sous cet angle, donc effectivement il y a un risque d'acte anormal de gestion. Nuancez néanmoins vos propos parce que il existe quand même le principe des aides commerciales et certaines aides commerciales peuvent être admises en déduction. Donc si on le présente un peu autrement, on pourrait se dire que là on a F2 qui essaye simplement d'aider un partenaire commercial. Simplement, entre sociétés liées, il faut faire attention parce qu'on a un prisme qui est un peu différent. L'administration fiscale ne reconnaît pas l'intérêt de groupe, donc elle se positionnera de toute façon du côté de F2 pour apprécier justement cette aide commerciale. Et cette aide commerciale, elle est possible à condition qu'elle soit toujours quand même dans le cadre d'une gestion normale, alors un petit peu dévoyée néanmoins. En fait, ici, l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, en face de ce surcoût, on est quand même une contrepartie, et que cette contrepartie, elle ne soit pas sans lien ou disproportionnée avec l'effort financier qui est fait. Alors disproportionné à la baisse, bien sûr. C'est-à-dire que grosso modo, d'abord, il ne faut pas que ce soit du don, et ensuite, il ne faut pas non plus que ce soit une contrepartie misérable par rapport à l'effort financier qui est fait. N'oubliez pas aussi de montrer à l'examinateur que vous avez bien en tête que cette société est en train de faire une transaction avec une société internationale et que donc elle s'expose éventuellement aussi à un devoir de documentation des prix pratiqués. Le CDE nous rappelle qu'on doit appliquer des prix de pleine concurrence et que cette documentation, même si elle est réservée aux sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires important, il n'empêche que ce chiffre il est apprécié au niveau du groupe et que nous n'avons aucune information sur ce point-là. Et donc, il se pourrait que le groupe F soit assujetti au prix de transfert, auquel cas la constitution de cette documentation viendrait encore plus démontrer que le prix pratiqué est anormalement excessif. Voilà, il me semble que nous avons parcouru l'ensemble du
du sujet 2024. J'espère que cette rapide correction aura pu vous aider. Et si vous voulez une correction tout à fait complète et écrite, n'hésitez pas à rejoindre la prépa ISP. Bonne journée, au revoir.